Et j'ai le plaisir de vous présenter notre dernière conférencière, la Dr. Jean Clinton, qui est professeure en exercice clinique, faculté de psychiatrie et de neurosciences du comportement, division de la pédopsychiatrie de McMaster. Elle fait partie du personnel de l'hôpital des enfants à McMaster. Elle travaille en pédiatrie aussi, en médecine familiale à l'hôpital. Elle est chercheure principale à McMaster. Elle fait aussi partie du Child Trauma Academy. Elle a été conseillère à des programmes de santé mentale chez les enfants, bien-être des enfants et soins primaires pendant près de 30 ans. Elle a été récemment nommée conseillère à la première ministre de l'Ontario et à la ministre de l'Éducation. Nous connaissons son travail. Elle est reconnue ici dans la province, au pays et à l'international. Mais pour nous tous nos collègues, c'est la professeure, la chercheure, la mère, la grand-mère, la scientifique qui nous aide à comprendre le développement du cerveau et les rôles, la connexion importante de ce développement du cerveau des enfants. Elle nous aide à comprendre la valeur, à trouver la valeur et aux autres à comprendre la valeur de notre travail. Donc, je suis ravie, absolument ravie d'accueillir la Dr. Jean Clinton. Wow, how nice was that? Wow. Wow, quelle présentation aimable. Merci, merci mille fois. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous parce qu'après ce dernier panel, je suis vraiment enthousiasmée en pensant que finalement, les EPEI ont donc la reconnaissance qu'ils méritent. C'est absolument extraordinaire. Ça fait longtemps que ça devait arriver, qu'on en avait besoin. Donc, je suis ravie pour vous. Je vous félicite donc. Il y a 8 ans, je me rappelle, je signais le formulaire de tous pour arriver à la clause donc de reconnaissance des acquis, de maintien des acquis. Alors, j'ai 25 minutes pour vous parler. J'ai 40 diapos. Je ne sais pas si j'y arriverai, parce que je voudrais vous laisser un certain temps pour poser des questions. Si vous avez des questions, je serais plus qu'heureuse d'y répondre. J'ai parlé ici, je vais parler ici de favoriser l'équité dès le plus jeune âge, parce que je vais remettre ces diapos entre les mains de la ministre de l'Éducation qui souhaite ardemment comprendre et veiller à avoir donc une province équitable pour tous les enfants. Et je veux qu'elle comprenne que le message, c'est que le travail que vous faites tous, c'est d'assurer l'équité dès le départ. Et ce que l'on sait maintenant, c'est que le développement de la petite enfance, pas seulement l'éducation, mais le développement est un déterminant de la santé essentiel. Alors, voici donc pourquoi est-ce que le développement de la petite enfance est-il si important? Vous savez tout ce que je vais dire maintenant, mais c'est le travail de mon très bon ami Clyde Hartzman qui a été capable, avec bien d'autres chercheurs, de prouver que ce qui se passe tôt chez un petit a une influence déterminante sur la suite, les bases du développement de la petite enfance. On parle ici de l'architecture pour la vie, soit une architecture solide ou faible. Lorsque je parle à mes amis qui sont des EPEI et de qui j'ai appris bien davantage que toutes les autres professions à qui je parle, je leur dis que le travail que vous faites en tant que EPEI, c'est de la neuroplastie. Vous modelez le cerveau plastique des petits. Ce devrait être EPEI, NP, neuroplastie. Pourquoi est-ce que c'est si important? Pourquoi? Eh bien, il y a
des gens, des chercheurs éminents qui ont justement étudié cette question. Et je vous dirais que ce qu'on apprend de plus en plus, c'est que les systèmes donc cérébraux, immunitaires et de santé sont déterminés en toute petite enfance. Le Sir Michael Marmot a écrit donc ce rapport Combler le fossé en une génération, a indiqué que de mauvaises politiques sociales, les disparités économiques ainsi que de mauvaises politiques sont les principales causes de décès à grande échelle. Il a étudié divers pays comme le Botswana et d'autres, et il a remarqué que l'espérance de vie était bien différente d'un pays à l'autre. Au Botswana, par exemple, l'espérance de vie pour une femme est de 45 ans, tandis qu'au Japon, il s'agit de 80 ans. Bon, vous pourriez vous dire, oui, on comprend pourquoi le Botswana, un pays pauvre, pourquoi il y a tant d'enjeux là. Mais là, il a étudié par la suite Glasgow, et comme vous le savez, c'est le centre de l'univers. Et ce qu'il a trouvé à Glasgow, c'est qu'entre deux différents voisinages, il y avait un écart de 26 ans. 26 ans en espérance de vie. Dans son rapport, Combler le fossé en une génération, il y a tout un chapitre, le chapitre 5, consacré au développement de la petite enfance comme développement déterminant social de la santé. Et ce n'est pas le seul. Nos résultats montrent qu'à Hamilton, en Ontario, il y a une différence énorme entre où moi j'habite dans l'Ouest et où mon frère enseigne au centre-ville. Une espérance de vie qui diffère par 21 ans. Comment est-ce possible? Comment les écarts sont-ils aussi grands au Canada, un pays remarquablement riche? Alors, quels sont nos principes directeurs, vous répondrai-je? Quels sont les défis et les croyances, les valeurs qui nous guident? Et dans ce cadre de recherche, je constate que nous n'avons pas une étoile donc du Nord en quoi nous croyons. Mais lorsque j'étudie les Premières Nations et certaines populations immigrantes, je comprends que celles-ci ont une étoile qui les guide, des valeurs immuables. Les peuples autochtones indiquent que les petits sont les sacrés, les personnes sacrées, et que nous avons une responsabilité sacrée envers eux, et que si on croyait véritablement que c'est le cas, on n'aurait pas besoin des comités disciplinaires dont on a parlé. Si on croyait vraiment avoir une étoile du Nord qui nous dirige pour traiter nos enfants de manière sacrée, on agirait bien différemment. On se dirait plutôt, quelle est notre perception de l'enfant? Est-ce qu'on voit l'enfant comme une étincelle précieuse, un don précieux, plein de curiosité, plein de possibilités, ou s'agit-il de vaisseaux vides que l'on doit remplir à grands coups de matraque? Et je vous dirais que notre système d'éducation a changé énormément, mais dans le passé a mis l'accent sur la matraque. On se concentre sur l'idée de gaver les enfants de ce dont ils ont besoin, selon nous, sans penser à ce qui est unique chez chaque enfant. Les Premières Nations ne parlent pas d'enfants avec des besoins spéciaux, mais plutôt que d'enfants avec des droits spéciaux. Les enfants nous sommes donnés pour une raison spéciale. Mais la science nous dit autre chose aussi. Ce que nous faisons aujourd'hui a une incidence sur la biologie même des enfants. Et cette biologie crée
modifie l'expression de l'ADN et cela dure pendant 7 générations. Les gens des Premières Nations disent « Pensez aux 7 prochaines générations lorsque vous prenez une décision. » Alors, écoutez, est-ce que l'Amérique pense 7 générations en avance? Et je m'arrête là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Lorsque vous interagissez avec les enfants au jour le jour, je vais vous demander, vous posez la question à savoir est-ce que vous connectez avec eux, est-ce que vous les redirigez ou est-ce que vous connectez avec eux? Vous êtes en train de créer, de bâtir leur capacité d'exprimer de l'empathie. Vous leur donner la possibilité d'apprendre à s'auto-réglementer. Alors, quand vous êtes avec vos enfants, vous n'êtes pas là uniquement pour vous poser la question « Qu'est-ce que je vais faire ensuite? » Non, il faut penser à ce que vous êtes en train de faire pour les 100 prochaines années. Et vous êtes payé très bien pour le faire. Et ça, on va le changer. On l'a mise à l'ordre du jour. Merci beaucoup pour l'amélioration des salaires. Mais moi, je voudrais une rémunération égale pour un travail, pour travail égal. Moi, je travaille là-dessus pour vous. Alors, faut-il se préoccuper de ces grandes idées? Quand on s'est penché sur la ville de Hamilton, et je dis nous, le nous royal, les gens à Hamilton se sont demandé est-ce qu'on constate des différences au niveau du développement des enfants selon le quartier? Et la réponse, c'est oui. Et est-ce qu'on constate des différences au niveau de l'espérance de vie selon le quartier? Et la réponse, encore une fois, c'est un grand oui. À Hamilton, on a fait ce qu'on appelle une série de codes rouges. On a regardé des données administratives dans les hôpitaux. On a regardé les taux de diplomation, les taux d'incarcération et on voit qu'il y a un grand écart, une grande différence. Nous avons besoin de votre travail en matière d'éducation de la petite enfance pour niveler le terrain de jeu, pour que tous les enfants soient égaux. Il ne faut plus que votre code postal a une incidence sur votre réussite scolaire, ni sur votre espérance de vie. Mais de plus en plus, c'est le cas. Tout dépend du code postal. Donc, les données probantes sont là. Alors, battez-vous. Le travail que vous faites va changer, est en train de changer cette réalité. Et quand on travaille avec les enfants, quand on crée, quand on du professionnalisme, vous êtes en train de créer les cerveaux, les cœurs, les systèmes immunitaires des enfants. Tout cela va leur donner la capacité de réfléchir, de prendre des décisions, de partager et de prendre soin des autres. Mais ce que nous savons, c'est que ce n'est pas seulement l'éducation de la petite enfance qui crée un être humain. Mais moi, je suis tellement fière d'être en Ontario de nos jours parce que mon ami, mon cher collègue Clyde Hertzman, dans le chapitre 5, parle des environnements, des milieux qui comptent pour les enfants. Il y a l'enfant au centre. L'enfant a ses propres bagages, ses caractéristiques uniques et qui interagissent avec les enfants autour de lui et avec la famille. Il y a un va-et-vient. On se dit que les gens disent que si l'enfant va bien, c'est à cause de la qualité des soins. Mais parfois, il y a des enfants qui sont difficiles à élever. Ils posent des défis, ils ont des tempéraments difficiles. Mais nous savons que ces enfants qui ont ce tempérament ont une incidence sur leur milieu. Et si le milieu ne dit pas « je ne sais pas comment t'aider, arrête de pleurer, mais je suis là pour toi », si l'environnement ne dit pas cela, si on est en train de comprendre qu'il y a une interaction, on peut donner du soutien à la famille. Mais comment y arriver?
Je suis fière d'avoir entendu qu'il y a 100 000 nouvelles places, espaces de garde pour les enfants de 0 à 4 ans. Mais ce que j'ai dit au ministre adjoint, il ne faut pas ouvrir un seul espace nouveau si ce n'est pas un espace de grande qualité, Pourquoi? Parce que nous savons que l'environnement dans lequel vivent les enfants, cela a un impact massif sur eux. Nos petits qui sont vulnérables, peu importe la raison, si les services de garde qu'ils reçoivent sont de mauvaise qualité, ils souffrent. Ça a une incidence négative sur leur cerveau. Il faut toujours penser à la qualité de l'environnement. La mère, la famille, les gardiens des enfants, tout cela dépend de la sécurité de la collectivité. La sécurité de la collectivité dépend des décisions qui sont prises au niveau régional. En Ontario, nous sommes des chefs de file au Canada. Nous disons, nous pensons aux enfants. Ça nous tient à cœur. Je ne suis pas payée pour le dire. Voici ce que je constate. En Ontario, on pense à nos jeunes enfants et à leurs parents et on va se battre pour leur donner du soutien. Pourquoi? Parce que nous savons que ce qui arrive au niveau provincial compte sur toute la ligne. Alors, on peut se dire, eh bien, on veut le faire parce que si on ne le fait pas correctement, on va payer cher plus tard. Alors, voici ce que je vous dis. Vous avez raison. Nous savons que si on investit $1 maintenant, surtout dans les enfants qui viennent de familles défavorisées à cause des conditions que nous avons créées, c'est-à-dire de la pauvreté, ce qui arrive quand on vit dans la pauvreté, eh bien, si on leur offre des programmes de qualité, nous savons que le résultat, ce sera des retombées de $13 pour chaque dollar dépensé. Nous savons que le rendement sur argent investi sera énorme. Nous savons que les résultats du développement vont changer, mais il faut que tout le monde comprenne pourquoi. Un mécanisme qu'on utilise pour comprendre pourquoi, c'est de penser, de regarder le cerveau. Et vous savez, je vous ai déjà dit que le cerveau, c'est l'organe maître et c'est créé par l'environnement. Ce n'est plus la nature ou les soins, même si on aimait bien questionner cela. C'est la nature qui interagit avec son environnement. Alors, même au niveau granulaire, l'ordre des EPE dit « Nous savons que ces interactions négatives avec une discipline inappropriée, c'est mauvais, ça change le cerveau des enfants et on ne voudrait pas accepter cela dans notre profession. On ne veut pas fermer la porte et continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Le cerveau est modifié par ces mauvaises expériences. Voici... Oh, ça, c'est mon petit-fils dans cette vidéo. Regardez. Il a 2 semaines. C'est beau, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Ça, c'est mon fils, mon grand garçon Andrew avec son fils Liam. Je vous ai montré cela parce que je suis une grand-maman très fière. Mais je vous pose la question de savoir, est-ce qu'on crée cet amour dans nos milieux de garde, dans ces programmes? On bâtit le cerveau de l'enfant ainsi. Est-ce qu'on s'assure que tous les adultes qui travaillent avec nos enfants ont des yeux qui brillent quand l'enfant arrive dans la salle ou quand vous arrivez dans la salle? Et est-ce que les yeux de l'enfant brillent, s'allument quand il vous voit? Ça, c'est un objectif. Je vais m'assurer que les enfants que je garde, que leurs yeux s'allument quand ils me voient. Alors, vous avez vu toutes les preuves, les données probantes. Nous savons que ce qui arrive durant les premières années, ça ajoute à la construction du cerveau. Les petits-enfants n'entendent
que 30 millions de mots plutôt que dans les milieux défavorisés, plutôt que 43 millions de mots dans les milieux plus favorisés. Ça active les cellules du cerveau. Si on n'entend que 13 millions de mots, on ne fait que 13 millions de collections, mais si on entend 43 millions de mots qui sont positifs, votre cerveau, votre opinion face à vous-même, la façon que vous vous réglementez change. Mais si vous n'entendez que 13 millions de mots, ce sera « Viens ici maintenant, ne fais pas cela, arrête ». Et nous savons, selon les études, que ces enfants qui ont eu des expériences de mauvaise qualité à la maison entendaient moins de mots et davantage de ces mots-là concernés de ce qu'il ne fallait pas faire. C'était des corrections et pas des connexions. Alors, je vous ai dit que je n'allais pas pouvoir vous montrer toutes les acétates. Le langage que les enfants entendent construisent le cerveau. C'est pas la télé, c'est pas les iPads, c'est la parole qui est dirigée envers les enfants, les mots qui sont dirigés envers les enfants. Alors, comment ça va en Ontario et au Canada? Mon ami Feu, le docteur Danafer, s'intéressait beaucoup à cela. Et il y a 12 ou 15 ans, il a développé cet outil de développement précoce. C'est une liste de vérification avec 106 questions sur ces domaines que vous voyez à l'écran. Et puis, on les rassemble au niveau provincial, au niveau du conseil scolaire. Et ce que nous savons, c'est que les enfants en Ontario, environ 30% de ces enfants arrivent à l'école sans les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Alors, ça devrait nous réveiller 30%. Et ça ne comprend pas les enfants pour qui on a déjà identifié des besoins particuliers. Ça doit nous réveiller et ça doit nous dire, écoutez, on a besoin de plus d'éducation de la petite enfance. On a besoin d'aider davantage directement les enfants, les parents, pour les aider à améliorer leurs compétences. Et on va pouvoir faire baisser ces statistiques. Nous pouvons le faire. Nous avons vu que dans les collectivités où il y a des services de garde de qualité, lorsqu'il y a des collaborations dans la collectivité, les carrefours communautaires, par exemple, qu'on peut diminuer la vulnérabilité des enfants. Parce que ces enfants, ce sont nos êtres sacrés. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour assurer leur avenir? Il faut penser à tous les enfants. Voici des statistiques de l'Australie. Moi, j'aimerais pouvoir regarder, j'aimerais bien voir les données pour l'Ontario un jour. Nous savons que le plus grand pourcentage des gens sont pauvres, mais il y a des problèmes dans la classe moyenne aussi. Nous avons besoin d'un accès universel, mais on a besoin de changer les conditions selon la famille, pour soutenir ces familles-là et pour permettre à leurs enfants d'atteindre leur plein potentiel. Alors, le prochain concept. Bon, nous savons que le stress a un effet néfaste sur le cerveau. Ça bousille le cerveau. Alors, quand vous rencontrez un ours, vous dites « Attention, il faut qu'on soit prête à répondre à l'alarme. » Mais voici le problème. Si vous êtes négligé, maltraité, ou si les services de garde sont mauvais, vous êtes en situation de stress constant. L'ordre doit s'assurer que nos enfants ne soient pas surstressés parce que ça modifie le cerveau. Quand on est trop stressé, si on était toujours stressé, on donnerait l'impression de tout souffrir de tada. Alors, le dernier concept dont je voudrais vous parler,
Alors, fermez les yeux parce que il y a tellement de diapos qui sont tellement importantes dont je ne vais pas vous parler. Mais ce que nous savons, nous connaissons l'impact du stress toxique. Mais je voudrais vous parler aussi du stress que vivent les EPE. Nous ne parlons pas assez du stress que vivent les éducateurs et éducatrices de la petite enfance en Ontario, que vivent les professeurs. Et je demande à l'Ordre de se pencher sur les solutions. Que pouvez-vous faire en tant qu'instance réglementaire pour aider les professionnels à gérer le stress non seulement de leur travail, parce que ce travail est stressant. C'est difficile de travailler avec des enfants de la journée longue. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que ce que nous savons, c'est que lorsque le professeur est stressé, les enfants sont stressés. Et il faut voir le leadership aussi du bien-être des enseignants, cette pratique d'autoréflexion. Pourquoi? Parce que ça modifie l'ADN. Ce n'est qu'une bagatelle. L'expression de notre ADN est modifiée à cause de nos expériences. Et ce que la science nous dit, c'est que le stress modifie la façon que l'ADN reçoit les messages et cela peut avoir une incidence sur le fonctionnement de notre système immunitaire plus tard dans la vie. Les gens des Premières Nations disent qu'il y a une transmission intergénérationnelle des traumatismes. Il faut comprendre que le stress toxique prend beaucoup de formes, mais c'est transmis entre les générations. Ici, voici le travail de nos professionnels de la petite enfance. Nous savons que les enfants qui vivent dans le stress toxique, lorsqu'ils arrivent dans un environnement de qualité, nous savons que vous pouvez changer l'expression de cet ADN à cause des expériences de qualité que vous donnez aux enfants, que la qualité des interactions a une incidence énorme. Alors, en pensant à notre profession, c'est de connecter, d'établir des connexions et d'éduquer. Il faut penser au stress que vivent nos enfants. Est-ce qu'on les corrige constamment? Est-ce qu'on pense à la façon qu'ils devraient se comporter? Ou est-ce qu'on suit les normes d'exercice professionnel que vous êtes en train d'élaborer à l'Ordre? Alors, nous avons le choix. On peut penser au bien-être de nos enfants et ce qu'il faut faire et notre rôle. Les cris nous disent que nous avons le choix. Il y a un aîné cri, et je l'ai entendu cette histoire, et qui dit « La vie est difficile. Est-ce que je vais travailler très fort sur le curriculum émergent quand c'est beaucoup plus facile de faire des thèmes? Est-ce que je vais miser sur l'apprentissage fondé sur les questions? Est-ce que j'ai pensé au bien-être, à l'expression, ou est-ce que je vais retourner aux anciennes façons de faire? He says that we've got these struggles going on in our brains. On a ces luttes. C'est comme s'il y avait deux loups. Un loup généreux, curieux, et un autre qui est méchant, qui n'a pas de joie. Et un petit en avant dit « Grand-père, qui gagne si c'est comme des loups? » Depends which one you feed the most. Alors le grand-père dit « Cela dépend de celui que vous nourrissez le plus. » En Ontario, nous vivons dans une province où l'on valorise de plus en plus le travail des EPE. Nous sommes dans un Ontario qui continue à lutter pour un salaire égal, pour un travail égal, de valeur égale, parce que le travail que vous réalisez bâtit la joie et l'émerveillement d'aujourd'hui pour l'avenir que nous allons tous vivre. Alors, merci beaucoup. C'est notre profession, votre profession est merveilleuse et je suis heureuse de pouvoir avoir une petite connexion avec ce que vous faites, vous. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Thank you. Merci. Merci. Yes, we've got time for questions. Ah, la patronne dit qu'on a le temps de questions, de commentaires. Yes, please. If you go up to the microphone, then people around. Si vous allez au micro, on va pouvoir vous entendre. Alors, où se trouvent les écarts dans la recherche? Si vous commenciez un doctorat maintenant et que vous devriez vous attarder sur les écarts, les lacunes de connaissances, qu'est-ce que vous étudieriez? Très bonne question. Un élément sur lequel on devrait se pencher, à mon avis, c'est que se passe-t-il lorsqu'on parle d'apprentissage basé sur le jeu, sur la découverte? Quel est le rôle de l'enseignant et des qualités de l'enseignant qui mènent à des changements dans le cerveau, qui modélisent le cerveau? On a parlé beaucoup de pédagogie et de documentation, mais pas autant et de loin on n'a pas parlé de la relation entre l'éducateur et le petit, parce que la relation d'un éducateur qui travaille pédagogiquement selon la vieille façon de faire change le cerveau, mais avec la relation, peut-on améliorer cela? Est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est la pédagogie ou la relation? Je dis ça parce que je ne sais pas et je voudrais dépenser de l'argent ou des observations de votre part. D'autres questions, d'autres commentaires? Oui. Alors, Jean, quand on parle de stress pour les enfants et le personnel et les incidences négatives, voici ce que j'essaie de faire. J'essaie de ralentir la journée. Depuis 1 an et demi, je dis ralentissons-nous pour les enfants, pour le personnel, pour les parents. On prend le temps de parler des enfants. Moi, je travaille avec beaucoup de PEI qui disent on a tant de tâches administratives à faire. Il y a tellement de moments de transition pour les enfants. Comment est-ce qu'on pourrait alléger le stress et ralentir la journée pour permettre aux enfants d'avoir le temps d'attacher leur manteau, par exemple? Bonne question. Nous devons penser à nos meilleures compétences. Il faut avoir d'autres personnes pour remplir les formulaires ou pour nettoyer les locaux. Les pédagogues doivent se concentrer sur l'éducation, sur l'apprentissage, sur l'amour des enfants. Il faut trouver d'autres personnes pour remplir ces autres rôles. Le modèle existe en Finlande et à Reggio Emilia. On n'a pas besoin de penser à changer les couches. Ou si on change la couche, ça devient une expérience d'apprentissage. Les éducateurs doivent s'occuper de l'éducation. Oui. Voilà. Alors, je travaille sur la première ligne. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Nous sommes ici pour aider les familles. Mais moi, j'ai un handicap physique. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de garderies, beaucoup de centres ne sont même pas accessibles. Il n'y a pas de table accessible. Tout est inaccessible. Alors, j'espère qu'on va rendre ces endroits accessibles pour toutes les familles. Oh mon Dieu, j'ai presque oublié ma question. Vous avez parlé du stress toxique qui peut se manifester comme des comportements de THADA.
Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques de cela? Pour moi, ça change la donne complètement. J'ai remarqué que les écoles disent que beaucoup de leurs élèves souffrent de THADA. Ils les étiquettent au lieu de trouver d'autres explications pour leur comportement. Voici donc ma question. Comment est-ce qu'on peut défendre ces enfants qui semblent avoir ces problèmes-là? On parle aux parents, mais c'est difficile pour quelqu'un d'admettre que la famille est en difficulté. Alors, comment on peut donner plus de soutien non seulement aux élèves, mais aussi à leurs parents? Je voudrais vous montrer quelque chose à l'écran. Qu'est-ce qu'on comprend de ces troubles d'hyperactivité et de déficit de l'attention? Il s'agit d'un groupe de symptômes qui comprend l'inattention, un niveau d'activité très élevé, problème de concentration. Et quand nos systèmes vivent le stress toxique, ce qui arrive, c'est que notre cerveau prépare le système à affronter le danger. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire irritabilité, mauvaise mémoire, difficulté à se concentrer, difficulté à raisonner, anxiété et peur accrue. Donc, on a des preuves, des données probantes. Quand on vit un stress prolongé sans le soin des adultes, voici le résultat. Alors, comment aider les familles? Eh bien, on pourrait... peut-être que ces symptômes sont dus au THADA, sont dus au traumatisme, à peu de sommeil, l'autisme ou le syndrome de l'alcoolisme du fœtus. Ça peut être plein de choses. Alors, nous devons poser des questions. Dites-moi, comment est-ce que je peux comprendre votre enfant et comprendre les stress que vous vivez en tant que famille? Et ensuite, prenez du temps à observer l'enfant parce que chaque enfant va bien réussir s'il est capable de réussir. Il faut les observer pour voir où sont-ils capables de se concentrer, qu'est-ce qu'ils aiment. Est-ce que ça a du sens? Ça a du sens, oui. Une dernière question. Je m'appelle Andrea. Je voudrais partager avec vous une histoire. L'histoire d'un enfant qui a le TADA. Je suis mère, je suis nouvellement diplômée. Quand j'étais enfant, j'envoyais mon enfant à une garderie et elle avait certains symptômes du TADA. Mais finalement, ça n'avait rien à faire avec elle. C'était la qualité des soins qu'elle recevait à la garderie. Alors, les professeurs, la directrice disaient il y a des problèmes, il faut faire venir des thérapeutes, un psychiatre. Mais finalement, j'ai commencé à regarder ce que faisaient les professeurs en salle de classe. Et ils ne faisaient pas grand-chose. Ils blâmaient ma fille. Ils disaient que l'horaire changeait tout le temps. À cause de ma fille, ils étaient en retard. Elle faisait preuve d'agressivité. Ils ne faisaient pas grand-chose. Ils lui disaient « Pourquoi tu fais cela? Demande pardon. » Mais pourquoi elle se comportait comme cela? Alors j'ai changé. Je l'ai mise dans une autre garderie. Et j'ai consulté d'autres spécialistes. Ma fille, elle a beaucoup d'énergie, mais elle a une personnalité formidable. C'est une question de personnalité. Elle est comme ça. Elle est un peu soupolée, mais elle peut se concentrer davantage. Elle était capable de se calmer. Elle ne pouvait pas le faire au centre avant.
Elle n'était pas capable de jouer pendant 1 minute ou 2, mais maintenant, elle peut rester et elle exprime plus de compassion envers les autres enfants. Et en tant que mère, il faut qu'on se défende et qu'on défende notre famille. Je comprends que c'est difficile aujourd'hui lorsqu'on essaie de se défendre auprès du directeur ou des professeurs, mais une mère, c'est toujours mieux que les autres. Je crois fermement que les enfants peuvent démontrer ces signes, mais la mère comprend ce qui se passe. Et j'ai vu que c'était le centre, c'était la garderie et pas elle. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui pourraient nous raconter les mêmes histoires. Il faut créer une profession où on peut tenir ces discussions malaisées. Et c'est ça le professionnalisme aussi. Alors, merci beaucoup. Alors, Jean, merci. Merci d'avoir partagé avec nous vos connaissances. Merci d'avoir partagé les aspects scientifiques. Et merci, nous avons fait compris les responsabilités que nous avons envers les 100 prochaines années de vie de nos enfants. Merci de nous avoir sensibilisés à tout cela et de nous avoir aidés à y faire face et à aider les enfants et les familles. Nous avons tellement de chance de vous avoir parmi nous, ici et dans la province. Je voudrais donc vous remercier tous et toutes d'être ici ce soir ou en ligne ou sur YouTube. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps à passer avec Jean. Elle se promène à travers la province. Allez la voir si elle passe par chez vous. Et maintenant, merci et bon voyage de retour à la maison. Bonsoir.